Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On se retrouve pour un cours proposé par Midreshet Yehuda Manitou. Et ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu Georges à l'écran. Tu vas nous parler, continuer à nous parler des Juifs du Maroc. Et on a une pensée toute particulière pour Werner Salmon, qui a été enterré il y a quelques heures à Jérusalem. Que ce cours soit les Nishmato. À toi, Georges Bechavod. Oui, c'est bien que tu mentionnes Werner, c'était un grand monsieur et son épouse aussi. Donc, une pensée pour lui et un cours dédié à Werner et à son épouse. Alors, bonsoir à tout le monde. Je n'ai pas de carnet de famille ce soir en dehors de celui qu'on vient de mentionner. Et donc, on va prendre le cours tout de suite. Je vous fais un petit résumé. Je vous rappelle qu'on se promène au Maroc. On va faire quelque chose d'un petit peu plus large ce soir. Et voilà. Donc, le résumé, le voilà. Nous avons commencé avec les grandes lignes de l'histoire du Maroc la dernière fois. Je les reprends, mais je ne reprends pas tout, juste quelques petites dates. Les Byzantins qui occupent le Maroc et donc toute l'Afrique du Nord en 527-565, ce sont avec le général Bélisaire. Ensuite, en 705, commence la conquête du Maghreb par les musulmans, une conquête qui mettra du temps, puisqu'ils mettront 150 ans à parvenir sur la côte atlantique. Donc, une conquête qui a été difficile, où il y a eu des échecs, c'est là que se situe l'histoire de la Carina aussi, et de majoritaires, semblerait-il en tout cas, qu'étaient les Juifs jusque-là, jusqu'à l'arrivée des musulmans au Maghreb, ils deviennent minoritaires de par le fait des conversions forcées, qui était un des objectifs des musulmans en conquête. Voilà. Du 9e au 11e siècle, on voit quand même cette communauté se développer, notamment des yeshivot qui ouvrent à Gabès, à Kérouan, à Fès, à Sijil-Massa, il y en a encore d'autres. Et évidemment, au fil des siècles, ce réseau d'enseignement du Talmud, mais pas que du Talmud, va se développer. Autour de l'an 1000, nous avons quelques personnalités. Il y en a tout le temps, elles vont émailler toute l'histoire du Maroc. Nous avons quelques personnalités qui sortent vraiment du lot, dont Yehuda Ayouj, qui était grammairien à Fès, Isaac Al-Fassi, tout le monde le connaît, qui était un éminent talmudiste. Et nous avons également un personnage intéressant. Son histoire vaudrait le coup d'être racontée, mais c'est une histoire compliquée, ça va un petit peu nous embrouiller. On verra ça peut-être par la suite. Salomon ben Yehuda de Fès, qui deviendra Gaon en Palestine. Donc dire le niveau de cet homme. Ce n'est pas que le niveau de ce monsieur, c'est un niveau général d'études au Maroc. Au XIIe siècle arrivent les Almoravides, de la fin du XIIe au XIIIe siècle, ce sont les Almohades. Alors là, ça, c'est une période extrêmement difficile. Les Almohades sont violents. Il y a beaucoup de massacres, il y a beaucoup de conversions forcées. 14e, 15e siècle, c'est le début de l'arrivée des Juifs d'Espagne, des Juifs séfarades. Les Juifs autochtones étant des Juifs non, pas séfarades, des Juifs arabes, donc des Juifs mizrahi, pas séfarades. Le terme séfarade deviendra générique par la suite et nous verrons pourquoi. Une date vraiment importante à retenir, celle-ci, c'est assez simple, c'est le 15e siècle. Début du 16e, 1509, mais pas une année près, 1500 en gros. L'expansion de l'Empire ottoman s'arrête et reste exclu de l'Empire ottoman le Maroc. Ça, c'est important, parce que la destinée des Juifs du Maroc sera tout à fait distincte de celle des Juifs de l'Empire ottoman. Nous l'avions vu, ça, 3 pays, le Maroc, l'Iran et le Yémen, où la destinée juive est différente parce que les Ottomans n'ont pas gouverné. Au Yémen, ils ont gouverné pendant une courte période, mais ça n'a rien changé à la situation des Juifs. Donc, 1509. La deuxième date importante, c'est 1912, qui est le début du protectorat français sur le Maroc. Mais on revient un petit peu en arrière, au XVIIe siècle, c'est l'effondrement de l'occupation portugaise dans le nord du Maroc et les chrétiens sont interdits au Maroc. Pas les juifs, mais les chrétiens sont interdits au Maroc.
1666-1800, c'est un survol très très rapide, hein. Nous avons la dynastie des Alaouites qui règne et nous avons beaucoup de témoignages de diplomates européens, de consuls, d'ambassadeurs, de commerçants aussi, qui témoignent de la dureté de la vie des Juifs au Maroc. Et tous les témoignages corroborent cette optique. 1739, Rabbi Chaim Ben Attar, le rédacteur du Or HaChaim, un grand personnage, émigre en Palestine en raison justement de ce terrible antisémitisme qui règne au Maroc, et il écrit un texte qui commence comme ça: « Heureux celui qui n'a pas subi l'exil sous les musulmans ». C'est clair, c'est limpide, ça n'appelle pas de commentaire. En 1790-91, alors là, ce sont 2 années terribles. C'est un véritable Torquemada marocain qui arrive au pouvoir, qui s'appelle Moulay Yazid. Et les Juifs étant arrivés un petit peu à des situations, ils rasient tout, ils volent tout, il prend les enfants et les vend en esclavage. Ce sont 2 années absolument terribles pour la communauté juive du Maroc. En 1844-1845, il y a une guerre franco-marocaine au cours de laquelle Mogador et Saouira est entièrement détruite. Et une fois qu'elle a été bombardée, les populations arabes environnantes foncent sur la ville, pillent tout ce qui reste dans le Mela et chez les Juifs, tuent à tour de bras, et entre autres est très grièvement blessé un très grand kabbaliste qui s'appelait Rabbi Chaim Pinto, qui a 95 ans et qui mourra quelques jours après de ses blessures. En 1863, là, il y a un virage sur lequel nous allons nous appesantir plus tard. C'est l'arrivée de l'Alliance israélite universelle et les interventions de sœur Montefiore qui cherche à améliorer le sort des Juifs. Et il arrivera quelque chose virtuellement. Il y a une conférence de Madrid qui est réunie entre les Anglais, les Français et les Marocains, au cours de laquelle décision est prise d'assurer la liberté des Juifs, une égalité de traitement devant la loi et un respect des Juifs. Très, très beau texte, vœu pieux, et qui restera pieux jusqu'au bout, puisque nous sommes en 1880. En 1884 à 1894, une dizaine d'années d'application du statut de dhimmi d'une façon extrêmement rigoureuse et violente. Donc, 10 ans d'exaction, c'est absolument terrible. Et, entre-temps, il se passera quelque chose dont je vous parle tout à l'heure. On arrive en 1912 avec le protectorat français et également le Trittel, c'est-à-dire le pogrom de Fès, qui a fait environ une 60aine de morts et 300 ou 400 blessés. On n'a pas de chiffres plus précis. Voilà, ça c'est ce que nous avons fait la dernière fois. Et on va essayer d'approfondir un petit peu les choses. On va prendre un petit peu de recul sur l'histoire factuelle. Mais ce que je vais vous expliquer ce soir explique l'évolution de l'histoire par la suite et le comportement des arabo-musulmans à l'égard des Juifs. En fait, on va parler du début de l'émancipation et de l'émigration des Juifs. Règne en 1873 jusqu'en 1894, règne Hassan Ier, un sultan assez tolérant, qui sera suivi par la régence de Ba Ahmed de 1894 à 1900. Et ces 2 périodes sont des périodes de tranquillité, de relative tranquillité pour les Juifs. Le statut de dhimmi existe toujours, mais il est appliqué de façon très laxiste, très souple. Et donc, les Juifs ont une vie plutôt convenable pendant cette vingtaine d'années. Les notables juifs arrivent à s'élever un petit peu, et la majorité des notables et une partie des rabbins, là je vais préciser l'idée tout de suite, dont notamment le rabbin de Tétouan qui s'appelle Yitzhak Ben Walid, appuie la création des écoles de l'Alliance israélite. Alors là, il faut rappeler, je crois qu'on en a déjà une fois parlé, c'est que la majorité des rabbins étaient plutôt vent debout contre la création d'écoles de l'Alliance israélite pour 2 raisons. La première, c'est que c'était des gens qui venaient de France, on ne sait pas trop ce qu'ils racontent, ces gens
et ils ont l'air plutôt un petit peu traditionnels plutôt que religieux, mais surtout, l'ouverture de ces écoles leur enlève leurs élèves. Ils perdent de leur influence sur ces enfants, et ça, c'est quelque chose qu'ils tolèrent très, très mal. N'empêche que l'Alliance israélite s'installe au Maroc en 1862. La première école ouvre à Tétouan. C'est une école pour garçons. Alors, avant le protectorat encore, un autre domaine d'activité des Juifs assez curieux, mais je voulais le mentionner parce que c'est assez intéressant, c'est la création de services postaux privés. Et l'initiateur de ce service postal, ça va faire plaisir à certains de mes auditeurs, s'appelle Isaac Brudeau et il est originaire de Mazagan. Alors, nous avons de très bons amis originaires de Mazagan, je les salue ce soir. Donc, ce Isaac Brudeau crée des services de postes privés à partir des villes côtières. Pourquoi à partir des villes côtières? C'est là qu'arrivent les bateaux et donc le courrier. Ensuite, ils vont ouvrir des bureaux de poste privés à Tanger, à Tétouan, à Mogador, etc. Ce sont les postes locaux du Maroc qui vont fonctionner de 1890 à 1910, donc une vingtaine d'années. Ils émettent leurs propres timbres, qui d'ailleurs aujourd'hui pour les numismats sont extrêmement recherchés, et leurs propres tampons. Et les plis, les enveloppes, les lettres et les colis sont acheminés vers l'intérieur du pays par des coureurs à pied qu'on appelle les RECA, R-E-2-K-A, les RECA, qui sont des coureurs infatigables et surtout des gens incorruptibles. Et c'est très intéressant cette histoire d'incorruptibilité des RECA, parce que ça remonte très très loin au Xe siècle. Rabbeinu Gershom de Mayence avait édicté une takana, et ça coulait pas de source, que si on confiait un pli, une lettre à quelqu'un pour la remettre, on l'a confié à Yitzhak pour la remettre à Yaakov à Paris, parce que Yitzhak il voyage à Paris, il lui est interdit d'ouvrir ce courrier. Ça ne coulait pas de source. Et c'est une takana de Meor Hagolah du Xe siècle, donc dans le monde ashkénaze. Et voilà, là, on voit qu'on a des livreurs de courrier, les facteurs de l'époque, qui sont réputés pour leur incorruptibilité. En 1900, le régent Ba Ahmed décède et la peste frappe le Maroc. C'est grave, c'est la faute à personne, c'est comme ça, mais du coup, l'anarchie s'installe, et notamment à Fès, où le Mela est surpeuplé, la peste va faire des ravages, on estime qu'il y a 3000 morts. 3000, c'est un grand chiffre à l'époque, en 1900, 3000 morts de la peste, rien que dans le Mela de Fès. On peut le comprendre puisqu'il était surpeuplé, une densité de population tout à fait exagérée. Voilà, alors fin du 19e siècle toujours, les Juifs justement quittent de plus en plus leur Mela vers des quartiers européens. Alors, quartiers européens, c'est-à-dire justement l'Alliance israélite a amené un développement des villes. Les Mélas, nous sommes dans une période de relative tolérance, hein, on est sous Ba Ahmed. Donc, ils quittent le Méla et se rendent dans les villes, dans les quartiers européens et notamment à Casablanca. On va dans les villes coloniales où on trouve une population européenne déjà installée. Il y a également une forte migration de Juifs de Tétouan vers l'Algérie française, vers l'Espagne, vers l'Amérique latine. Et par exemple, il y a une très forte émigration de Juifs de Mogador vers Manaus en Amazonie. Alors Manaus est une ville au cœur de la forêt amazonienne. C'est pas un trou perdu parce que c'est vraiment une ville, mais c'est quand même très loin. Et voilà des Juifs qui partent vers la forêt amazonienne dans l'espoir de faire fortune ou de trouver une meilleure vie. Nous sommes là fin du 19e siècle, c'est assez surprenant, c'est loin. Ils sont informés de l'existence de cette ville et donc se rendent là-bas en Amazonie. Maintenant, voyons voir un petit peu ce qu'il en est des femmes. On n'en parle pas tellement souvent. Voyons voir un peu comment vivent les femmes au Maroc, quel est leur statut, en tout cas, au 19e, 20e siècle. Alors,
avec le protectorat, je vous rappelle, début 1912, début du XXe, le mode de vie qui était calé sur l'environnement musulman va changer. En fait, auparavant, la femme était à la maison, l'homme au travail. Point. Terminé. Et en principe, les femmes se mariaient, par exemple à Fès, vers l'âge de 12-13 ans. Alors, il y a quand même une double raison à ça. C'est très jeune, vous allez me dire, bien sûr, c'est très jeune. Souvent, on mariait les petites filles très jeunes pour les soustraire à l'appétit des musulmans, à la volonté de les kidnapper, de les vendre comme esclaves ou de les prendre pour eux-mêmes. Donc, quand elles étaient mariées, on y touchait quand même un petit peu moins. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'était une manière de protection. Donc, on mariait ces petites filles à l'âge de 12-13 ans. Et à ce moment-là, elles passent de la subordination au papa à la subordination au mari. Ce n'est pas un statut très enviable, ce n'est pas très sympathique, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors, les Français qui arrivent au Maroc apportent une évolution et l'Alliance israélite ouvre une école pour filles. Oula, ça c'est une révolution. Une école pour filles à Tanger en 1865. Je peux vous dire que ça fait beaucoup de bruit, l'ouverture de cette école. Ça n'a pas été une partie de plaisir de l'ouvrir, parce que là, vraiment, il y avait une très forte opposition. Impensable qu'on éduque les petites filles. Oui, mais ça se fait. Ça commence quand même. Et du coup, vers 1940, l'âge moyen de mariage des jeunes filles au Maroc se situe entre 16 et 17 ans. Une vingtaine d'années plus tard, vers 1960, l'âge moyen du mariage était de l'ordre de 20-21 ans. On arrive là dans des zones d'âge plus traditionnelles, plus normales. Et c'est vraiment lorsque les Juifs marocains émigreront vers la France que les femmes arriveront à une véritable émancipation, c'est-à-dire avoir les droits normaux d'une jeune femme, comme partout, comme en France, comme dans tout l'Occident, et trouveront donc une émancipation complète, qui est une très bonne chose. Voilà. Alors, 20e siècle, ça commence mal. 1907, il y a le sac du Mela de Casablanca. J'avais dit tout à l'heure que beaucoup de Juifs ont émigré vers Casablanca parce que c'est une ville européenne. Et de fait, on en reparlera tout à l'heure, les Européens ont toujours eu une attitude assez ambivalente, assez ambiguë par rapport aux Juifs. Si leurs intérêts financiers, économiques étaient en jeu, on laissait tomber les Juifs, tout simplement. Ça ne posait pas de grands problèmes. Rien de nouveau sous le soleil. Des hommes sont égorgés, des filles sont violées, et beaucoup de jeunes garçons sont emmenés en esclavage. 1907, l'esclavage, hein. Mais ça continue après. 1912, le protectorat français, et le 18-19 avril 1912, c'est le fameux tritle de Fès qui fait une soixantaine de morts. Alors, ce tritle de Fès, je ne vais pas vous le raconter en détail parce que c'est un pogrom. Ce qui est plus important de voir, c'est qu'on a été l'impact psychologique. Et le professeur David Littman, qui est historien, dit que ce pogrom a très fortement marqué la mémoire collective du judaïsme marocain. Et c'est un des facteurs, ça n'est pas le seul évidemment, mais c'est un des facteurs de l'exode massif des Juifs après l'indépendance du Maroc en 1956. Il y a d'autres éléments dont je vous reparlerai plus tard. Donc ce pogrom de Fès, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier, il a été très violent. Ça se situe quand même l'année de l'instauration du protectorat et il a fortement frappé les Juifs marocains et leur mémoire vive. Yossi Chetrit, qui est professeur à l'université de Haïfa, dit que l'origine de ce pogrom est due au fait que les Juifs de Fès sont perçus par les musulmans comme liés à l'occupant, donc à la France, et de culture française, ce qui est absolument inexact. Bien sûr, il y a des écoles de l'Alliance, c'est vrai, mais on ne peut pas dire pour autant qu'ils soient de culture française, encore que les jeunes enfants, c'est l'objectif de l'Alliance, et de transmettre cette culture française. Mais donc, Chetrit dit que c'est la motivation de ce pogrom, c'est le soupçon de collaboration entre les Juifs et les autorités françaises et la diffusion de cette culture française. Voilà, 1900, quelques chiffres, il y a 100 000 Juifs au Maroc.
100 000 juifs, c'est un chiffre important. Et bien que les juifs du Maroc ne reçoivent pas la nationalité française, beaucoup de juifs viennent s'établir au Maroc en provenance d'Algérie, de Tunisie, du Moyen-Orient et même d'Europe entre 1912 et la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ils fuient ces différents pays pour toutes sortes de raisons différentes. L'Algérie, on comprend très bien la Tunisie aussi, c'est à l'approche des Allemands, ils vont fuir au Maroc, qui n'est pas pour le moment, ce qui n'est pas sous occupation allemande. En ce qui concerne l'Europe, c'est un petit peu la même chose. Donc, il y a un fort courant d'immigration au Maroc qui se retrouve en 1939. De 100 000 juifs en 1900, ils sont 225 000 en 1939 et seront 265 000 en 1948, ce qui en fait est de loin la plus grande communauté juive du Moyen-Orient, d'Orient, plus important d'ailleurs aussi que la communauté française, largement, que la communauté anglaise. Donc, c'est vraiment une communauté très importante. 265 000 juifs en 1948. Alors, ils habitent essentiellement en ville, Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Debdou, Rabat, Salé, Mazagan, Mogador, Marrakech, mais il y a aussi une communauté d'environ 10 000 personnes dans l'Atlas, que nous avons étudié largement déjà, donc l'anti-Atlas, l'Atlas, toute la région montagneuse à l'est du Maroc. Donc, ces juifs de l'Atlas, ce sont des communautés berbérophones, vous le savez, nous l'avions vu, on les trouve aussi dans la vallée du Dra, et ils sont protégés par leurs cibles. Voilà. Alors, le XXe siècle voit également le développement de l'Alliance israélite. Ce sont des grandes lignes que je vous dis là, parce que nous approfondirons ça. Ce que je veux, c'est ce qui viendra à la fin de mon exposé ce soir. Ça, nous le verrons donc un petit peu plus tard, mais ce qui est intéressant, c'est que ce réseau d'écoles permet aux enfants d'accéder à une éducation, alors française, c'est vrai, ça c'est le but de l'Alliance, la diffusion de la langue française, mais une éducation tout court déjà, une éducation dans les matières profanes, les mathématiques, les sciences, la lecture, l'écriture, voilà. Et par voie de conséquence, ça amènera aussi à une certaine émancipation des Juifs, en tout cas, un esprit un petit peu rebelle. Émancipation, c'est un grand mot dans un pays qui vit encore sous le statut de dhimmi. En fait, il n'est plus appliqué, le statut de dhimmi officiellement depuis 1860, mais il est toujours appliqué dans l'esprit et c'est ça le point important de notre rencontre ce soir dont je vous parlerai tout à l'heure. Par exemple, à Agadir, il n'y avait pas d'école juive au début du XXe siècle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait à Agadir une école européenne qui n'acceptait pas les juifs. Alors, on parle beaucoup des musulmans là, mais ça, c'est une école européenne. Donc, une école chrétienne, je ne sais pas si elle était chrétienne ou laïque, en tout cas d'obédience européenne, elle n'acceptait pas la présence d'élèves juifs, qui est intéressant, en terre d'islam. Donc voilà, l'Alliance ouvre une école, ce qui ne va pas plaire à tout le monde. Rappelez-vous, quand on a parlé du Yémen, il y avait concurrence entre les écoles protestantes qui étaient installées au Yémen et les écoles juives. Pas de l'Alliance israélite, parce que l'Alliance n'a pas ouvert au Yémen, mais il y avait des écoles. On trouvera la même situation dans d'autres pays. Là, les écoles européennes n'acceptent pas les Juifs. Point. Alors, nous avions au 8e siècle un roi qui s'appelait Idriss Ier, qui était un véritable Torquemada avant l'heure, extrêmement cruel, allant jusqu'à faire enlever une dizaine de vierges, plus une dizaine de femmes mariées réputées pour leur beauté, tout ça pour son plaisir personnel. Un homme d'une extrême cruauté. À l'inverse, nous avons d'autres souverains beaucoup plus favorables aux Juifs, beaucoup plus tolérants. Et par exemple, et ça c'est assez surprenant, l'armée de Youssef Ben Tashfin, qui est le chef des Almoravides. Les Almoravides, je vous rappelle, sont des musulmans un peu plus religieux que ce qui se pratiquait, un peu plus sérieux,
mais ce n'est pas des intégristes comme les Almohades. Eh bien, Tafshin compte dans les rangs de son armée 40 000 soldats juifs. Et ils se battent, alors évidemment, ils sont payés, c'est un métier, c'est un salaire, mais il les accepte, il les reconnaît et ils sont très très bien vus dans cette armée. Nous sommes là au Xe, XIe siècle. Le médecin préféré de Tashfin s'appelait Salomon Abou Ayoud et évidemment c'était un juif qu'il appréciait énormément. Ce même sultan va aller très loin, il veut un jour agrandir une mosquée et pour ça il a besoin de bâtiments qui sont contigus au terrain et qui appartiennent à des juifs. Il n'exerce aucune pression. Il leur demande s'ils veulent bien lui vendre leur maison et il les paye au juste prix. Ce n'est pas du tout l'attitude traditionnelle en terre d'islam. On expulse et terminé. Mais là, non. Il va les payer correctement et après avoir négocié avec eux leur accord à lui vendre leur maison. Et tout ceci pour agrandir une mosquée. Donc, il aurait été tout à fait légitime dans l'esprit musulman d'expulser les habitants, puisqu'il s'agit de sublimer Allah. Et ben, ce n'est pas ce qu'il fait, il le fait de manière très élégante. Alors évidemment, avec les Almohades, ça va complètement changer. Ils arrivent au pouvoir en 1146, et eux, ils n'ont pas ce genre d'attention à l'égard de la population non musulmane. C'est d'ailleurs aussi un sultan almoravide qui va créer le premier Mellah Fès, mais pas du tout pour isoler les Juifs, pour les mettre à l'index, mais au contraire pour les protéger de la population arabe, musulmane. Donc, il crée un Mellah qui est un lieu de protection, pas du tout d'exclusion. Après, les choses vont changer. Alors, le Maroc, c'est une succession de périodes de tranquillité et de périodes de terreur et d'inquiétude. Ce n'est pas du tout quelque chose de linéaire. Dans une époque plus récente, et nous serons certainement amenés à en rediscuter parce que là, les choses ne sont pas tout à fait claires, mais on connaît le rôle joué par Mohamed V pour protéger les Marocains juifs des nazis. Alors, on pourra en rediscuter, ce n'est pas l'objet ce soir. Ce qu'on connaît moins, c'est le rôle assez discret de Hassan II, donc le père de l'actuel sultan du Maroc, pour protéger les droits fondamentaux des Juifs. Alors, ce qui a été souvent le cas, c'est que nous sommes là, rappelez-vous, une différence importante. Nous avons traité Al-Siba, la région du Maroc sous autorité des chiites dans les villages. Et là, nous sommes dans le Al-Maksen, la séparation politique du Maroc. Al-Maksen, qui est le territoire du Maroc sous autorité du sultan. Ça, c'est bien, c'est la théorie. Sauf que l'autorité du sultan, pour l'appliquer dans chaque petite ville, c'est assez difficile. C'est loin. L'autorité forcément n'arrive pas forcément jusqu'au bout. Il y a une autorité, mais ce qu'on constate, c'est que souvent les sultans ont été relativement tolérants et que les gouverneurs locaux ne suivaient pas forcément la tendance tolérante du sultan. Ils étaient dans l'ensemble des gens un peu plus éclairés, plus tolérants. C'est ce qui nous a valu Mohamed V et Hassan II, d'autres sultans également. Les gouverneurs locaux, il y avait à boire et à manger. C'est l'histoire de chaque ville dont je vous avais parlé. Chaque ville a finalement une histoire un petit peu différente. Voilà. Alors, cette attitude de Hassan II, là nous sommes vraiment dans le contemporain, n'empêche pas une évolution de la population juive du Maroc. 1952, il y a 220 000 juifs au Maroc. Ils représentent 2,3% de la population. C'est donc une proportion assez importante. 8 ans plus tard, cette population a descendu à 160 000 juifs. En 60, il y en a donc encore beaucoup. En 78, 18 ans plus tard, ils ne sont plus que 20 000. En 2010, il reste 3 000 juifs au Maroc. Alors évidemment, on va se poser la question, pourquoi? Et ça, c'est tout l'objet de l'histoire des Juifs dans les villes du Maroc. Ça se fera progressivement.
Le protectorat français établi en 1912 assure une certaine protection sur ces Juifs, selon les opportunités. Par contre, le Maroc devient indépendant le 2 mars 1956. 2 mars 1956. Là, les choses vont changer parce que politiquement, on va voir l'arrivée au pouvoir d'un mouvement politique très anti-juif qui s'appelle l'Istiklal. Ça, nous le développerons assez largement. C'est important, le rôle de l'Istiklal. Donc, le XXe siècle se divise en deux périodes, celle du protectorat et celle de l'indépendance du Maroc. Et ça fait toute la trame de l'histoire des Juifs du Maroc au XIXe et XXe siècle. Alors, il faut relever quelque chose quand même à propos des Juifs séfarades. Je rappelle encore une fois, Juifs séfarades, c'est un terme générique assez contemporain qui regroupe tous les Juifs des pays musulmans. À l'origine, les Juifs séfarades sont les Juifs d'Espagne. Les choses sont dites, elles sont claires. Après l'expulsion, on n'a plus qu'un seul chapeau commun. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'histoire, la recherche historique constituée en science au XIXe siècle, avant c'était quelque chose d'assez, ça faisait partie des humanités, ça n'est devenu une science de recherche qu'au XIXe siècle en ce qui concerne les Juifs, avec des gens comme Dubnov, comme Gretz, Greisel et d'autres encore. Et ces historiens n'ont pratiquement pas rendu compte de l'histoire des Juifs des pays arabes. Ils sont totalement concentrés sur l'histoire des Juifs européens. Alors, il est vrai que la population juive d'Europe est 10 fois plus importante que la population juive des pays musulmans. Il n'empêche, c'est une population qui existe, c'est 1,5 million de personnes à peu près, et il y a quelque chose à dire. Et ils ont été les oubliés des historiens ashkénazes du XXe siècle. C'est clair, il faut le dire, et c'est une erreur, évidemment. Or, on en parle, par exemple, Gretz, dans un énorme bouquin, il y a 3 pages sur les Juifs du Maghreb, 3 pages sur 600 ou 700 pages. C'est rien. Or, ce judaïsme séfarade a donné une véritable aristocratie intellectuelle. On a eu de très grands penseurs, des philosophes, des poètes, des musiciens, des talmudistes, des kabbalistes, des tchouvot qui sont partis partout dans le monde à partir du Maroc, notamment à partir du Maroc, c'est là qu'il y a la plus grosse population, mais pas seulement, et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et il y a des restes de cette grande communauté séfarade dans 2 pays aujourd'hui, en Iran et en Turquie, mais il se trouve que ces 2 pays ne sont pas arabes. Il faut le noter, c'est important. Et ils sont d'obédience musulmane différente. Ce sont des chiites ou des sunnites. Mais surtout, ils ne sont pas arabes. Donc là, subsistent des communautés. Tout le reste des pays d'islam sont pratiquement vidés de leurs juifs. Alors, ce monde séfarade qui est agressé de l'extérieur, l'est aussi de l'intérieur. Pourquoi de l'intérieur? Parce que les Juifs des pays séfarades eux-mêmes n'ont pas tellement le souvenir de leur histoire. Et je voudrais juste revenir sur un point d'abord. C'est la pénétration de l'Europe, parce que ça a été déterminant dans l'histoire des Juifs du Maghreb. C'est le 19e et le 20e. 1830, c'est l'Algérie qui tombe sous la coupe de la France. 1881, la Tunisie. 1882, l'Égypte, qui a une histoire très particulière sur laquelle nous viendrons évidemment. 1911, la Libye. 1912, donc le Maroc. Et les Juifs, quand ils voient débarquer les Européens, sont les premiers à les soutenir, à se rallier à eux, pour 2 raisons. Je parle du Maroc, là, en 1912. Ils ont subi déjà depuis une quarantaine d'années l'influence des écoles de l'Alliance israélite. Ils voient qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de leurs concitoyens marocains musulmans.
et donc sont très heureux de voir les Européens débarquer avec les idées des Lumières, de la Scala, les idées de démocratie du 19e siècle. Évidemment, ça leur vaudra une volée de bois vert, de reproches, et avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tous les lieux communs racontés par des historiens sur les rapports entre les Juifs et les Arabes sont tout à fait superficiels. Un âge d'or, l'âge d'or a été inventé par des je ne parle pas de l'âge d'or espagnol, ça c'est autre chose, ça on l'a vu, on l'a traité, on n'y revient pas. L'âge d'or défini, développé par les intellectuels européens du 19e siècle repose sur l'idée suivante. Les Juifs en Europe occidentale ne vont pas bien. L'antisémitisme est violent déjà à la fin du 19e et toute l'histoire du 20e qui continue. Et alors, il y a une approche mythologique de l'Orient. L'Orient, c'est loin, ce sont des belles femmes, c'est des danses du ventre, il y a tout un cinéma qu'on se fait de la belle vie qu'il y a dans les pays arabes, et on cale là-dessus ce mythe d'une ambiance et d'une relation judéo-arabe absolument idyllique. Or, c'est totalement faux, c'est un Orient mythifié, c'est un Orient inventé qui ne correspond à rien d'historique. Voilà. Et puis, ce qui se passe, c'est que tout au long du XXe siècle, les Arabes vont reprendre ce mythe. D'ailleurs, pour illustrer ce que je viens de vous dire, là, je ferai référence à quelque chose de tout à fait contemporain. C'est l'exposition qui a lieu actuellement à l'Institut du monde arabe grâce à son président, M. Jack Lang, qui a oublié ses origines. Et cette exposition, les objets sont magnifiques, il n'y a rien à dire là-dessus, ce sont des très très belles pièces, mais le récit qui est fait de la relation judéo-arabe est totalement faux. Est totalement faux. Ça n'a pas été le paradis. Ça n'a pas non plus été l'enfer qu'a été l'Europe chrétienne. Ça se situe entre les deux. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et c'est ce que je voudrais développer vraiment. Par contre, ce récit mythique qui tombe du ciel pour les Arabes est repris par le monde arabe tout au long du XXe siècle, parlant d'une lune de miel détruite par le sionisme. Alors voilà, on est en train de toucher au cœur du problème. Le récit arabe aujourd'hui dit que les relations judéo-arabes ont été excellentes, fraternelles autour des siècles, depuis le 8e siècle, et elles ont été totalement détruites par l'arrivée du sionisme et des délégués de l'agent juif. Or, c'est totalement inexact. Bien sûr que l'avènement d'Israël n'a pas arrangé les choses, mais les choses étaient déjà très dégradées bien avant, et nous allons voir pourquoi. Ce mythe de la bienveillance est un faux, mais il a le droit de citer aujourd'hui. C'est repris à tel point, écoutez, si l'Institut du monde arabe, dirigé par son illustre président, peut raconter ça, c'est que c'est certainement vrai. Or, c'est totalement faux. Ce n'est pas totalement faux non plus. Il y a eu des périodes de calme, nous l'avons vu, mais ce n'est certainement pas vrai les propos dithyrambiques qu'on exprime concernant les relations judéo-arabes. De la même manière, est tout à fait inexact également le mythe de l'horreur absolue de ces rapports. Ça non plus, ça n'est pas juste. Les rapports judéo-musulmans en terre d'islam, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement guidé par une idéologie, mais qui est sensible à des événements ponctuels et qui provoque des réactions ponctuelles. En 1974, Albert Memmi écrit la phrase suivante. « La fameuse vie idyllique des Juifs dans les pays arabes est un mythe. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Albert Memmi. « La vérité est que nous étions d'abord une minorité dans un milieu hostile. Jamais, je dis bien jamais, les Juifs n'ont vécu en pays arabe autrement que comme des gens diminués. » Ça, c'est très important.
retenez le mot diminuer, c'est facile à retenir, c'est dimitude. Et c'est ça le point essentiel de ces rapports. Alors, quelqu'un répond quand même à Albert Memmi, un intellectuel maghrébin qui s'appelle Abdallah Laroui. Il écrit un ouvrage sur le nationalisme marocain et il rétorque. Vous allez voir comme c'est un peu pervers. Hein. L'européanisation des Juifs par le biais de l'Alliance israélite universelle leur a permis d'échapper à la loi commune, c'est très important, favorisant chez eux une attitude d'arrogance et de rébellion à l'égard de l'autorité musulmane. Ça, ce sont des termes essentiels, arrogance et rébellion. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, il n'y a pas que les Arabes qui disent ça, il y a autre chose qui a faussé aussi la relation. Par exemple, certains Israéliens, pour préserver l'avenir, et l'avenir, nous y sommes, nous avons les accords d'Abraham aujourd'hui, dont on ne peut que se féliciter, c'est parfait. J'applaudis des deux mains, en restant très prudent, mais on ne peut que s'en féliciter. Cela dit, certains Israéliens, pour préserver l'avenir, ont sublimé les rapports entre Juifs et Arabes. S'ils ont toujours été bons, on peut espérer nouer des relations, et c'est ce qui est en train de se produire. Bon, je vous donne acte simplement de ce qui s'est fait. Les Juifs d'Orient eux-mêmes ont très vite effacé de leur mémoire ce climat d'oppression dans lequel ils ont grandi. Ça, il va falloir qu'on s'explique là-dessus tout à l'heure. Et en Israël aussi, alors ça c'est l'autre versant, l'excessif dolorisme si vous voulez, souvent ignoré par l'intelligentsia ashkénaze, les Juifs séfarades, les Juifs d'Orient, se sont posés dans une concurrence victimaire par rapport à la Shoah. Pour arriver à exister, pensait-il en tout cas, pour arriver à exister, ils ont maximalisé la difficulté de leur vie dans les pays arabes pour faire le pendant à la difficulté, à l'horreur qu'a été la Shoah pour le monde ashkénaze. C'est un effet vraiment pervers de la concurrence victimaire. Je ne porte pas de jugement de valeur. Ils ont essayé de faire surface en Israël où ils étaient totalement méprisés quand ils sont arrivés. Vous connaissez cette histoire, on sera certainement amené à en reparler quand on parlera du sionisme, mais les Juifs séfarades ont été très, très mal reçus. Donc, pour arriver à émerger là-dedans, quand on leur disait « Ouais, mais tu ne te rends pas compte ce qui nous est arrivé en Europe », « Ah oui, mais tu ne sais pas ce qui nous est arrivé à nous ». Donc voilà, il y a cette espèce de concurrence qui est délétère, qui est mauvaise, qui ne fait pas avancer les choses. Mais on essaye de se défendre comme on peut. Alors, ça c'est faux aussi, parce qu'il faut remarquer qu'à l'exception du Yémen en 1678, les expulsions de Juifs de terres arabes ont été extrêmement rares jusqu'en 1945. Il n'y en a pratiquement pas eu. Situation difficile, situation de dhimmi, mais pas d'expulsion. Et même, je vais plus loin, que pendant des siècles, le judaïsme d'Afrique du Nord et les terres d'Afrique du Nord ont été des havres de recueil pour les Juifs, par exemple, notamment les Juifs d'Espagne qui étaient expulsés par les chrétiens et qu'ils ont trouvé refuge dans ces terres. Et que quand les Juifs d'Espagne sont arrivés au Maroc, par exemple, le sultan les a très, très bien reçus, très, très bien intégrés. Donc, on ne peut pas dire que c'est une terre de désolation totale, ce n'est pas non plus un paradis. Alors, toutes ces analyses ont leur part de vérité, évidemment, et rien n'est limpide. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Alors, ça, c'est pour les analyses politiques. Puis, nous avons un très grand historien et philosophe politique du XXe siècle qui s'appelle Ishaya Berlin. Il y a à Jérusalem une Rehov Berlin, c'est du nom de cet historien Ishaya Berlin. Et cet homme, il dit que voilà, les petits événements quotidiens, les petites choses de la vie de tous les jours, de la petite population, l'expérience des êtres humains donne une réalité beaucoup plus tangible à l'histoire. Et c'est à partir de ça, d'ailleurs, que j'avais pensé, je vous en ai parlé la dernière fois,
illustrer une grande partie de l'histoire des Juifs du Maroc par des récits, parce qu'on a beaucoup de récits. J'ai quelque chose comme 1200 récits individuels, des histoires de personnes, et qui illustrent mieux que n'importe quoi d'autre l'histoire de ces Juifs du Maroc. Donc ça viendra petit à petit. Maintenant, cet aveuglement à l'histoire des Juifs des pays arabes va connaître une première fissure grâce à un historien de grand renom, Cécile Roth, qui, en 1946, taille en pièces cette mythologie de la parfaite entente entre les Juifs et les musulmans. Et il dit que la remise en cause par le sionisme est une perversion de la vérité. Donc, le langage des Arabes, qui est de dire c'est à cause du sionisme que nous sommes devenus anti-juifs, Roth dit c'est tout à fait inexact. En 1908, nous sommes bien avant le sionisme, le grand rabbin de Meknès écrit la chose suivante. Alors, il s'adresse, il faut quand même dire les conditions, 1908, il s'adresse à des cadres de l'Alliance israélite universelle parce que leur situation est difficile à Meknès. Voilà ce qu'il écrit. Nous sommes gauches et lourds à nous exprimer. La longueur et la dureté de la captivité a étouffé notre esprit. Pour cette raison, nous vous demandons d'être notre interprète, donc il s'adresse à l'Alliance israélite universelle. La captivité, c'est ce fameux statut de dhimmi, nous y reviendrons tout de suite. George Orwell, écrivain et journaliste, écrit en 1939. 1939, c'est très, très récent. Quand vous vous promenez à Marrakech et que vous voyez les sujets coloniaux, alors, les sujets coloniaux pour George Orwell, ce sont les autochtones marocains, puisque le Maroc est sous protectorat français. C'est donc les sujets coloniaux, le terme est un petit peu mal choisi, qui sont environ 200 000 habitants, parmi lesquels 20 000 juifs. 20 000 juifs qui ne possèdent strictement rien que des haillons. Écoutez, les propos sont terribles. Quand vous voyez comment vivent les gens, plus encore comme ils meurent facilement, il est toujours difficile de croire que vous marchez au milieu d'êtres humains. Ils sortent de la terre, ils suent et ont faim pendant quelques années. Et ils replongent dans l'état sans nom du cimetière et personne ne remarque qu'ils sont partis. Et même les tombes s'effacent bientôt dans le sol. C'est des propos terribles. Alors évidemment, c'est un écrivain, c'est aussi un journaliste, c'est peut-être un romantique, mais les propos sont terribles, vraiment terribles. George Orwell. Alors, le problème, c'est que l'impression de la dîma, vous savez tous ce qu'est le statut de dhimmi, c'est ce statut de citoyen de seconde zone qui est appliqué dans tous les pays musulmans à l'égard des chrétiens et des juifs. Ce statut comporte un certain nombre de rubriques, tout ça nous l'avons vu, vous connaissez, je ne reviens pas dessus. Si c'est appliqué à la lettre, c'est extrêmement dur. Ça ne l'a pas toujours été. Parfois, c'était appliqué de façon extrêmement laxiste. Puis après, tout à coup, on donne un coup de barre et on redresse la situation. Mais ce statut a imprégné les Juifs des pays musulmans. Et il a tellement imprégné toute la mentalité de ces populations juives et musulmanes également, que lors de l'abrogation du statut de dhimmi vers la fin du XIXe siècle, au lieu d'harmoniser les rapports entre les juifs et les musulmans, cette abrogation a créé un très fort ressentiment et d'où le nombreux départs de juifs et de chrétiens. Ressentiment que les Arabes ont perçu comme une perte d'autorité, une perte de pouvoir à l'égard d'une frange de leur population. Et ça, ils ne l'ont pas accepté jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est pas accepté. Le statut de dhimmi est consubstantiel de toute la philosophie de l'islam. Et nous allons voir, ça va très loin.
et c'est ça le point vraiment important de notre cours ce soir, c'est de bien comprendre comment ce statut a imprégné tant les musulmans que les juifs. Et un sociologue marocain qui s'appelle Mohamed Enadji étudie de façon contemporaine, c'est actuel, étudie le vocabulaire politique du monde arabe pour en faire ressortir l'ossature psychique, c'est-à-dire quels sont les ressorts profonds plantés dans la mémoire profonde de la population qui structurent le discours politique contemporain. Et voilà ce qu'il dit. Les mots ont conservé la mémoire des pratiques révolues ou cachées. Les pratiques révolues ou cachées, c'est l'application du statut de dhimmi. On y retrouve l'empreinte de l'esclavage qui marqua toutes leurs relations d'autorité et impose la servitude dans tous les modes d'expression du pouvoir. Depuis le croyant en prière devant Dieu jusqu'au rapport hiérarchique de la vie courante. Donc, ce rapport du musulman au non-musulman, un rapport d'autorité, d'affaiblissement du non-musulman, de mépris, reste structurant de la pensée politique contemporaine. Il continue en disant « Il faut écrire l'histoire, dit-il, à l'échelle humaine pour mieux débusquer les fantômes qui hantent le présent. » Je vais vous illustrer ce que ça veut dire, ça. Je crois que je l'avais déjà une fois raconté. On lit souvent dans les journaux, en France, un groupe de jeunes maghrébins agresse un jeune, et la première chose qu'on lui demande, baisse les yeux. Baisse les yeux. Or, baisse les yeux, c'est une expression de la dhimmitude. C'est une des obligations du non-musulman vis-à-vis du musulman. Donc, ces jeunes, très souvent, ne savent pas grand-chose, mais ça reste dans le discours, dans la mémoire collective, l'autorité du musulman par rapport au non-musulman. Alors, je continue un peu notre histoire. Ce monde judéo-juif, arabo-musulman, disparaîtra très rapidement au XXe siècle. L'Égypte, l'Irak, le Yémen, la Libye, l'Algérie, la Tunisie vont se vider de leur communauté, mais curieusement, pas le Maroc, en tout cas pas tout de suite. En 1948, le Maroc garde toute sa communauté juive pratiquement intacte. C'est une des questions que nous nous poserons et on étudiera progressivement différents pays et le départ des Juifs. Maintenant, la disparition de ce monde, encore une fois, n'est pas à mettre uniquement en relation avec la naissance d'Israël, loin s'en faut. Dès le mi-temps du XIXe siècle, apparaissent les premiers signes de fracture entre le monde musulman et le monde juif, donc bien avant la naissance d'Israël. Et ça se passe quand l'Occident pénètre les terres d'islam avec les Lumières, avec la Haskalah, et ça va provoquer, notamment par l'éducation dans les écoles de l'Alliance, une séparation entre les Juifs et leur environnement national. Et l'histoire de cette communauté juive, a été très peu intériorisée par ses protagonistes. Alors, je m'explique sur ce que ça veut dire. D'une part, sous l'effet de la dévastation des récits européens, ça nous l'avons vu tout à l'heure, par le récit ashkénaze sur la tradition, sur la tragédie de la Shoah qui a complètement écrasé ce qui s'est passé dans les pays arabes. Et très souvent, il ne reste de toute cette mémoire des Juifs séfarades qu'un tissu folklorique, des objets très beaux, des robes, des traditions culinaires, des traditions de mariage. Mais c'est très sympathique, mais c'est quand même aliénant et c'est bien inférieur à ce que ce monde séfarade a légué à la pensée juive, à la culture juive et en règle générale à tout ce qui fait la richesse de notre communauté. Alors, le professeur Zafrani, qui est un des spécialistes de l'histoire des Juifs du Maroc,
s'est attaché tout au long de ses livres à justement détruire le mythe d'une absence d'une diaspora maghrébine au cours des 4 absences au sens production intellectuelle, talmudique et commentaires, etc., au cours des 4-5 derniers siècles de l'univers de la pensée juive, de la scène littéraire et poétique. Donc, il essaye de ramener dans ses écrits, il a écrit pas mal de bouquins, les personnages qui ont marqué le monde intellectuel juif maghrébin au cours des 4 ou 5 derniers siècles, des gens dont on ne parlait pas, qui n'existaient pas et qui pourtant ont apporté énormément au judaïsme. Alors, s'ajoute au silence des historiens dont je vous ai parlé avant, Doubnov et autres, qui sont pourtant de très grands historiens, mais qui ont complètement occulté cette histoire, le silence qui entoure la fin de cette civilisation. 80% de la population juive des pays arabes a émigré en une génération entre 1945 et 1970. 80% de cette population. On parle là de l'Irak, de l'Algérie, de la Tunisie, pas le Maroc. En fait, le Maroc, si en 70, il aura déjà émigré, oui, et en fait, tous les pays arabes. Alors, pour les nationalistes arabes, c'est la faute à Israël, ça c'est clair. La faute en incombe au sionisme. C'est un regard partisan, orienté, réducteur et inexact. Les premières failles apparaissent au XIXe siècle, dans le sillage de la Haskalah, nous l'avons vu, et parallèlement, si cette modernité va séparer partiellement les Juifs de leur environnement arabe, en parallèle se développe au XIXe siècle un nationalisme arabe. Parce que dans la mesure où les pays arabes sont agressés par les pays européens, par les pays colonisateurs, évidemment, se réveille dans ces pays un mouvement nationaliste qui va pousser au divorce. Il ne faut pas oublier aussi que les Juifs ont fait un très bon accueil aux Lumières et surtout à l'Alliance israélite. Et Régis Debray, pas quelqu'un qu'on peut soupçonner d'une sympathie particulièrement grande à l'égard de tout ce mouvement, écrit, il y a longtemps déjà, « Le monde arabe ne trouvera un avenir de liberté que s'il accepte de déconstruire ses légendes et de regarder son passé en face. » Or, ce propos de Régis Debray, nous pouvons l'illustrer quotidiennement aujourd'hui avec les Palestiniens. Vous le savez, ils inventent une mythologie palestinienne, une histoire qui n'a jamais existé, s'accrochent à cette mythologie, ça les empêche d'avancer et ça nous empêche d'arriver à des solutions parce qu'ils sont prisonniers d'un mythe, d'un mensonge construit et qu'ils baignent là-dedans. Le pire là-dedans, c'est que les Occidentaux l'acceptent. Et ça, c'est un autre débat, ce n'est pas le rôle de ce cours. Voilà. Alors, le Juif d'Orient, un sujet dhimmi, colonisé, doit se reconnaître comme loin, éloigné des visions idylliques connues comme des images de cauchemar. Ce que je vous ai dit avant, ce n'est ni le paradis, ni l'enfer. Et le Juif séfarade doit prendre suffisamment de recul pour considérer la situation d'origine qui était la sienne dans ces pays. Si on ne prend pas ce recul, il y a un risque de délitement de l'intérieur, c'est-à-dire de perte de leur identité. L'islam a été perçu comme une menace par l'Europe entre le 7e siècle et la bataille de Lépante en 1571, mais il faut aller plus loin et parler de l'Empire ottoman jusqu'au 17e siècle. Cette mémoire européenne n'a absolument pas oublié la menace que représentait l'islam jusqu'à une période assez récente. Là, il semble quand même avoir la mémoire un petit peu raccourcie. Ce qui est certain, par contre, c'est que le monde islamique n'a pas oublié sa période de domination. Dans l'islam, on en a souvent parlé, ça reste un phare, ça reste un guide, ça reste un but. Le monde de l'islam a une mémoire très longue et n'a pas oublié sa période de domination. Tout cela n'a pas empêché pendant des siècles les contacts commerciaux, les ambassades, les contacts de toutes sortes
entre le monde arabe et le monde européen. S'il le fallait, d'ailleurs, ça pouvait se faire sous l'eau des Juifs, mais ce n'est pas très grave. Alors pour nous, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'avènement de l'islam au 8e siècle, au 7e siècle, la majorité des Juifs vit en Orient, avec notamment un essor sans pareil entre l'an 850 et 1250. Essor de la culture juive, de la pensée, de la Kabbale, du commentaire talmudique et dans tous les domaines. Donc jusqu'au XIIIe siècle. Fin du XIIIe siècle, la condition des Juifs en terre d'islam commence à se dégrader sérieusement. En témoignent d'ailleurs toutes sortes de voyageurs européens qui se sont promenés en terre d'islam jusqu'au XIXe siècle. D'ailleurs, le début de cette dégradation correspond aussi au début du recul de la civilisation musulmane dans le monde. Ils ont dominé très longtemps et ils commencent à reculer tout doucement. Nous sommes là au XIIIe siècle. Au XVe siècle, ils seront évincés totalement de l'Espagne, mais ça a été un processus très long, vous le savez. Alors, très rapidement, l'Europe va coloniser une grande partie du monde arabe, sauf le monde ottoman, nous l'avons vu. Ce qui est terrible, c'est que la pratique du statut de dhimmi a complètement façonné une aliénation très difficile à identifier par ceux qui l'ont subi. Je m'explique. Les Juifs des terres arabes ont vécu sous le statut de dhimmi, de génération en génération, appliqué de façon plus ou moins sévère, plus ou moins stricte, mais ils ont parfaitement intégré que leur vie dépend de ce statut, ou plus exactement que leur vie normale leur interdit de porter des chaussures, de monter à cheval. C'est la normalité de leur vie. Et à force d'intégrer ce statut de dhimmi, ils ne l'identifient plus. Ils ne se considéraient plus comme des citoyens de seconde zone. C'est le sort du juif en galoute. Voilà. Tout à fait normal. Il n'y a aucune rébellion contre ça parce que c'est totalement intégré. La capacité de réaction à ce statut de dhimmi est totalement aliénée chez cette population qui le vit au quotidien. À l'inverse des pays chrétiens, où bien sûr, vous allez me dire, il y avait la rouelle ou l'étoile juive. Oui, c'est vrai, il y avait parfois des impôts à payer, mais il n'y avait pas un statut aussi complexe que le statut de dhimmi. Il y avait des moments de catastrophe absolue, puis il y avait des moments où ils avaient la paix. Donc, le juif en terre chrétienne était toujours en situation de méfiance, de rébellion, de résistance ou de sauvetage, il le savait. Le juif en terre arabe a intégré dans son mode de vie un statut qui lui a été imposé à l'origine. Et donc, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas d'appréciation négative de ce statut, c'est notre sort de juif, tout simplement. Voilà. Alors, ces gens qui ont subi ce statut ne l'identifient pas, l'intériorisent totalement et vivent naturellement cette situation. Ils ont appris à survivre en situation de domination et ce n'était ni l'enfer, ni le paradis, encore une fois. C'est tout simplement une violence codifiée par ce statut de dhimmi qui maintient chacun à sa place, le musulman à sa place, le sultan à sa place, le shérif à sa place, le moufti à sa place, le juif à sa place. Si on change une virgule de ce statut, on risque des violences et du sang. Donc ça gèle, ça fixe l'organisation sociale de la société arabe musulmane. Alors, on ne peut pas comparer avec l'Occident, encore une fois. Cette abolition du statut de dhimmi, j'en ai encore pour quelques minutes et on a fini, au milieu du 19e siècle, n'a pas empêché la survivance d'un substrat psychologique qui mènera au départ des non-musulmans. C'est-à-dire, on a dit aux musulmans, le statut de dhimmi n'existe plus. Oui, mais ça n'a pas changé grand-chose
au niveau des rapports, on ne pouvait pas taper un juif impunément après cette interdiction du statut de dhimmi, mais on le considérait toujours encore comme un citoyen de seconde zone. L'arabe pouvait l'agresser comme il voulait, il ne risquait rien. Nous verrons d'ailleurs que bien après cette abolition, il y aura beaucoup d'exactions encore au nom du statut de dhimmi, jusqu'à très récemment. Donc, il y reste un substrat psychologique qui pose le rapport du juif avec le musulman en terre d'islam, et ça va provoquer beaucoup de départs, évidemment de juifs, mais aussi de chrétiens. Alors, les chrétiens avaient déjà quitté le Liban et la Syrie suite à la guerre de 1840-1860. Les Arméniens, vous connaissez l'histoire du génocide arménien en 1915 en Turquie, et les Assyriens d'Irak sont massacrés littéralement en 1933. L'historien Jacques Le Goff dit que si l'homme progresse avec les machines, mais aussi avec les idées, la mentalité est ce qui change le plus lentement. Donc en fait, formidable progrès, on supprime le statut de dhimmi, mais jusqu'à ce que ça pénètre les mentalités de celui qui l'applique et de celui qui le subit, il se passe du temps. Il se passe un temps très long pendant lequel la situation est variable. On va plus loin. Un historien arabe, s'appelle Albert Hourani, écrit qu'il y a une unité arabo-musulmane au-delà des nations, un même sentiment les lie entre eux, celui d'appartenir à un monde durable et inébranlé qu'a créé la révélation finale de Dieu par l'intermédiaire du prophète Mahomet et qui s'exprime par différentes formes de pensée et d'activité sociale. Tout cela entretient le sentiment d'appartenir à un monde comprenant tout ce qui est nécessaire au bien-être de cette vie et au salut dans la vie future. Ainsi, c'est un historien musulman qui raconte, l'islam est un fait religieux majoritaire, un univers psychique marqué par une même économie de l'esclavage et de la servitude. On touche là le cœur du problème, le rapport de l'islam avec le non-musulman est un rapport de servitude, de dhimmitude, et ce rapport n'a pas encore changé dans les mentalités. Il est présent en permanence, encore aujourd'hui, de façon contemporaine. Un sociologue marocain qui s'appelle Mohamed Enadji a étudié le vocabulaire politique du monde arabe pour mettre à jour son ossature psychique. Là, on parle d'aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit. Les mots ont conservé la mémoire des pratiques révolues ou cachées. Il entend par là, évidemment, les pratiques d'esclavage et de dhimmitude. Il montre l'empreinte majeure laissée par l'esclavage, marquant toute relation d'autorité et imposant la servitude dans la plupart des modes d'expression du pouvoir, depuis le fidèle en prière, ce que je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'au rapport hiérarchique de la vie courante. Je vous l'illustrerai par l'histoire qui a fait quand même pas trop de bruit d'ailleurs, très curieusement, les Européens, là, on ne les a pas trop entendus, les droits de l'homiste. Combien d'ouvriers philippins sont morts au Qatar pour construire des terrains de football? On leur a pris leur passeport, ils vivent dans des conditions d'esclaves, littéralement, au Qatar, aujourd'hui, au XXIe siècle, tout ça pour nous assurer un terrain de football. Je n'ai pas entendu les droits de l'hommiste bouger beaucoup. Ça procède directement de cet état d'esprit du rapport entre le musulman et le serviteur, ou le dhimmi, ou l'esclave. Et Nadji rajoute qu'il faut écrire une histoire qui permette de mieux débusquer les fantômes qui hantent le présent. On revient à ce que j'ai dit avant. Il faut que la mythologie fabriquée dans le monde musulman disparaisse pour qu'on puisse avancer dans un processus de démocratie ou autre. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Je vous ai assommé.
m'en excuse, mais ce sont des points très importants. Parce qu'à partir de là, on comprendra tout le développement de ce qui se passe au Maroc et dans les autres pays d'islam. Je suis à Georges, votre service. tu nous as pas du tout assommé, c'était passionnant. J'ai une question par rapport à la dimitude. J'ai compris donc un petit peu de quoi tu parles. D'un autre côté, au Maroc, et il y avait ça à l'époque et encore aujourd'hui, les Juifs qui ont un peu d'argent, qui sont un peu aisés, alors ils ont une bonne tout le temps à la maison, ou parfois deux. Alors finalement, ils se sentent plutôt comme des rois et ils se statuent. Je sais pas, c'est ambivalent. D'un côté, il y a Oui, la ouais, mais tu dimitude, as d'un raison. autre côté, j'ai guidé cette semaine des Marocains pour 70 euros et ils ont deux femmes de ménage, deux servantes qui sont aux petits soins. Donc, Alors, comment. oui, oui. Alors, beaucoup de nos religionnaires du Maroc nous racontent cette histoire-là. Et elle est vraie. Elle est vraie. Dans les villes marocaines, surtout à la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu des familles qui ont bien réussi, qui ont eu une très belle vie. C'est vrai qu'ils avaient des servantes, qu'ils avaient du personnel pour 3 fois rien. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai, je crois, déjà une fois parlé pour prendre un exemple de juif parfaitement abouti au Maroc et parfaitement heureux, c'est M. Azoulay, qui est un conseiller du sultan du Maroc. C'est un juif de cour qui a parfaitement réussi. Il y a beaucoup d'autres qui ont réussi, mais la grande majorité des juifs du Maroc étaient dans une atroce misère jusqu'au milieu du XXe siècle, et même un petit peu après encore, 1950-55. Après, ça allait un petit peu mieux parce que bon, le Maroc aussi s'est ouvert doucement, les choses ont évolué, plutôt dans un bon sens. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les Marocains, pas les Marocains, les musulmans sont fondamentalement imprégnés de rapports sociaux avec les non-musulmans qui sont codifiés par l'islam. C'est le statut de dhimmi. Alors qu'il existe ou qu'il n'existe plus, ce statut perturbe leur perception du non-musulman jusqu'à aujourd'hui. Ça reste quelque chose de permanent. Alors regardez ce qui se passe quand on lève le petit doigt, on agresse l'islam, on agresse Mahomet, c'est absolument faux. On se fait un mythe, on se fait un cinéma en permanence pour arriver à rester dans les 4 coudées d'une tradition très ancienne et qu'on ne veut pas lâcher. Mais ce que tu dis, Johan, c'est vrai, il y avait des familles très aisées et qui avaient une très belle vie au Maroc, c'est tout à fait vrai. C'est ce que Je reprends la question, ça veut dire, tu dis que finalement, il y a une certaine servitude du juif par rapport aux musulmans et par rapport à l'islam. On dirait que dans ces cas-là, précis, alors pour de l'argent, finalement, on oublie un peu ce statut et c'est un arabe musulman qui peut être au service d'un juif. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Les musulmans au Maroc étaient absolument aussi pauvres que les juifs. Ça, il ne faut pas l'oublier. La différence entre les deux, c'est que le juif, en plus, sa voix ne comptait pas, sa parole ne comptait pas au tribunal. On pouvait le battre ou même le tuer, ça ne coûtait pas cher. Il était encore plus avili que le musulman. Mais les musulmans, enfin la population arabe du Maroc, était d'une extrême pauvreté. Donc, ils n'avaient rien, si vous voulez, à envier aux Juifs, sauf qu'ils avaient ce sentiment de supériorité par rapport aux Juifs, et donc ça a donné des pogroms ou des pillages, beaucoup de pillages, parce que ça leur permettait d'améliorer l'ordinaire, ils ne risquaient rien parce qu'ils étaient musulmans par rapport à un Juif. Mais les musulmans eux-mêmes étaient dans une situation économique épouvantable. C'est révoltant d'ailleurs, mais ce n'est pas qu'au Maroc, c'est dans tous les pays un peu dictatoriaux, de voir l'opulence des princes et la pauvreté du peuple, la misère du peuple. C'est vrai un peu partout, ça provoquait des révolutions un peu partout. Peut-être qu'en terre d'islam, c'est un peu différent parce que là, il y a Mektoub, c'est écrit, il y a l'autorité le sultan est le représentant des croyants, il ne faut pas l'oublier, il a un statut religieux extrêmement important et profondément respecté. Donc, les pesanteurs culturelles, les pesanteurs religieuses sont là qui bloquent un peu les populations. Voilà, mais la population marocaine était très, 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 très pauvre, aussi pauvre pratiquement que les Juifs. Très bien. Merci beaucoup, Georges. Je vais permettre maintenant aux gens d'ouvrir les micros, d'intervenir. Et Georges,
tu devras rallumer ton micro. Voilà. D'accord. Georges, tu peux rallumer ton micro et s'il y a des questions sont les bienvenues. Est-ce que je peux répondre un petit peu à Johan? Oui. Voilà. Oui, des questions, chers amis? Il n'y a pas de question, mais je me souviens que à la sortie du Shabbat, les Arabes qui servaient partaient très contents avec les restes de la srina. Ils étaient très, très pauvres. Mais j'ai pas de doute là-dessus. Et il faut pas non plus. C'est très ambivalent. Il y a eu des rapports entre des juifs et des musulmans excellents. Moi, j'ai rencontré des juifs du Maroc, mais d'Algérie aussi, qui disaient, mais on s'entendait très bien. À la Mimouna, attendez, regardez où ça allait. À la Mimouna, on avait une telle confiance absolue dans les musulmans qu'ils préparaient des gâteaux, etc., tout ce qu'il fallait pour la Mimouna. Et dès que la nuit était tombée, ils apportaient des gâteaux. On leur faisait confiance. Il y avait c'est compliqué, c'est complexe, c'est pas linéaire, ce n'est pas tout blanc, c'est pas tout noir non plus. Et au contraire, on leur apportait un mouton aussi, hein, à la fête. Absolument, Hein? absolument. Et parfois, ils s'invitaient ou ils se portaient des présents les uns les autres. Ça n'était pas tout à fait noir, clairement pas. Et pas tout à fait blanc non plus. Encore une fois, c'est ce qui sous-tend toute cette histoire. Avec les chrétiens, les choses sont beaucoup plus limpides. Hein. Moi, j'ai une histoire à raconter, c'est que quand j'ai passé mon permis de conduire, j'avais un copain marocain, et je lui ai dit, tu t'inscris pas pour prendre des leçons de conduite? Il m'a dit, non, pourquoi? Moi, je vais revenir au Maroc. Mon père, il a un magasin de vêtements, il va donner un costume au prof et je vais avoir mon permis de conduire. Exact. Ouais. Ah, pourquoi pas? Bon, ça, c'était des petites corruptions, voilà, c'est le bakchiche, c'est encore quelque chose d'assez culturel, le bakchiche. Maintenant, vous savez, ça existe de façon beaucoup plus perverse en monde occidental aussi. À la Mimouna, ils recevaient aussi des galettes, ils venaient aussi chercher les galettes. On leur donnait des matzot. Ah oui, oui, oui. Ben, ça, on le faisait même en Alsace. Hein. Oui, en Alsace. Et en Pologne. En Au tout début cas, de Pessah, on apportait des matzot et puis de la farine de matzah à nos bons amis non-juifs. oui, à propos Très traditionnel. Des gens qui étaient aisés, même pendant les périodes difficiles, ils appelaient ça les Tadjira Sultan, c'était les commerçants pour le roi. Tadjour Sultan, c'était les banquiers du sultan. En 1873, mon arrière-grand-père Samuel Benchmoya Letedgui, j'ai lu ça dans le journal de l'époque de Lisbonne, donc il a obtenu son passeport portugais. Il était possible qu'à l'origine, ils étaient aussi du Portugal et d'Espagne, mais je sais qu'en 1873, donc d'autres recevaient le passeport allemand, d'autres recevaient le passeport britannique comme ça. C'était une manière, mais quand on était massacré, un passeport n'aidait pas du tout. Et d'ailleurs, une des questions qu'on pose à Casablanca, n'est-ce pas, Casablanca, la Maison Blanche, comme on dit, tout était cholé, alors que Marrakech était rouge, on posait la question, quelle est la couleur de la djellaba noire du juif? Alors, on répondait blanche, parce qu'il rasait les murs, n'est-ce pas, pour éviter d'être repéré. Et il rasait les murs, et donc sa djellaba devenait blanche tellement, et on racontait des histoires, l'histoire du coq du pacha et un juif qui a été attrapé parce que, enfin, des choses comme ça. Il y a plein d'histoires qui peuvent être racontées, des belles histoires et des histoires moches. Il y a les deux. Il y a les deux. Non, il y a des choses qui sont belles. Il y avait aussi comment on appelle ça, minhag, il y avait des familles qui avaient l'habitude, même qui n'étaient pas très très riches, quand ils préparaient à manger en semaine ou comme ça, de préparer encore un petit peu plus de nourriture afin que l'employé de maison, la bonne ou comme ça, rentrer à la maison avec des morceaux de viande, des morceaux de poulet. Ça existait ça aussi, n'est-ce pas? Et c'est tout, parce qu'ils ne savaient pas. Donc vous confirmez exactement ce que je dis, c'est que la population arabe était aussi extrêmement pauvre. Absolument, absolument, absolument. Mais elle avait une autorité sur le juif. Oui. Georges, oui, oui, tu as évoqué, c'est André. Oui, monsieur André. Tu as évoqué au début de ton exposé la protection des rois du Maroc
et tu as fait une allusion rapide à la période de la guerre. Oui, Beaucoup de juifs marocains disent le roi du Maroc nous a protégés pendant la guerre. oui, Je voudrais c'est pas tout savoir à fait s'il comme est- ça. Parce que je voudrais savoir s'il y a des textes qui le confirment. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme au Danemark, où les Juifs du Danemark laissaient dire que le roi du Danemark a porté l'étoile jaune, alors qu'au Danemark, on n'avait pas appliqué, les Allemands n'ont pas mis l'étoile jaune. Alors, il y Au a deux Maroc, il n'y choses. avait pas les Allemands. Il n'y avait pas les Allemands. Il y avait la France de Vichy. Voilà. Il y Les a, lois de Vichy ont été intégralement appliquées à ma connaissance. Les professeurs ont perdu leur emploi, les médecins ont eu l'interdiction de soigner les non-juifs, les fonctionnaires ont perdu également leur emploi. Alors, Les élèves où renvoyés des a été écoles. la protection du roi? oui, mais il y a eu un moment. Alors, quand les Français ont voulu commencer à déporter des Juifs, également, à les ramener du moins en France, le roi s'est opposé. Je pense, mais je le dis avec entre guillemets, surtout que nous sommes dans une période très euphorique avec les accords d'Abraham, je pense que le roi n'a pas défendu les Juifs en tant que Juifs, mais en tant que citoyens marocains. Il voulait affirmer son autorité politique sur ses citoyens, et c'est à ce titre-là qu'il a défendu, il se trouve, c'était des Juifs, mais il a défendu à ses yeux des citoyens marocains. C'est ce que Es-tu je sûr qu'il y a crois. des documents historiques? Pardon? Es-tu sûr qu'il Et existe il n'y a des pas eu, il y a documents pas eu de historiques? déportation du Maroc. Hein. Ben oui, mais dans d'autres régions non plus. Oui, mais Dans du Maroc, personne n'est parti. Il n'y avait pas les Allemands. En Tunisie, c'était moins juste. Ben, il y avait les Allemands. En Algérie, il y a eu des déportations. Maintenant, je vais te raconter une histoire en Algérie. Dans le sud de l'Algérie, à Gardaïa, il y avait une communauté juive qui avait d'excellents rapports avec les Bédouins, c'est juste à côté du désert du Sahara. Et un vendredi, un gamin vient chez le président de la communauté de Gardaïa en 43, 42 ou 43, je ne me rappelle plus, avec une djellaba verte et lui dit « Mon maître, le moufti, veut que tu mettes cette djellaba et tu viennes tout de suite chez lui. » Alors, il enfile cette djellaba, il va chez le moufti lui dit « Écoute, demain, samedi, il y aura une rafle des Juifs de Gardaïa à la synagogue. Partez tous dans le désert. Ils sont prévenus, ils vous reçoivent, ils vous hébergent. » Les rapports étaient tellement proches entre ces populations du désert et de Gardaïa que les musulmans avaient tous un Pentateuque traduit en arabe et les Juifs avaient un Coran traduit en hébreu. Les rapports étaient excellents, extrêmement proches, sauf une chose, il n'y avait pas de mariage entre eux. Bien, ils sont partis, ils ont tous été sauvés et effectivement, la police de Vichy est venue faire une descente à Gardaïa, il n'y avait personne. On peut pas, c'est pas blanc et c'est pas noir. Gardaïa, c'est une histoire extraordinaire. Non, voilà. Oui. Histoire de... Pardon? Je voulais dire que quand j'étais à Casablanca, enfin en 78, mes parents étaient encore là-bas avant de monter en Israël. Ils s'occupaient beaucoup de la communauté, mais j'ai regardé un petit peu les archives et j'ai trouvé là-bas le bordereau, en fait, de recensement de mon père pour être déporté. C'était prévu, le camp de Arenas devait être transformé en camp de transfert avant Drancy. Et en 42, bien sûr, les Américains ont débarqué. Et il n'y a pas eu de suite. Mais comme vous avez dit en Tunisie, il y a eu, en Libye, ça a été encore pire avec les médecins et toutes ces choses-là. Mais il avait été recensé pour être déporté. Moi, il me semble que le roi du Maroc est intervenu, mais non, pas pour les Juifs en tant que Juifs, non, pour des citoyens marocains. Oui, c'est exact. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que les Juifs ne l'ont pas vécu comme ça. Moi, j'ai grandi avec l'idée que tout ce que mon père m'a raconté, qui a vécu justement ça, et qui a dit que le roi a dit « Il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de musulmans, il n'y a que des Marocains. On ne touchera à aucun cheveu de mes citoyens. » Voilà. Donc il n'y a aucun document historique qui l'atteste. Voilà. Il n'y a aucun document historique qui l'atteste. Voilà, ça me semble plus proche de la réalité que de dire qu'il a sauvé les Juifs du Maroc. De mon père, hein.
il est né en 1907 et il était suffisamment grand à cette époque Oui, pour pour comprendre ce suivre. qui se passait. Et alors, il ajoute que le lendemain ou quelques jours après, il y a eu une manifestation de soutien donc à la population, si tu veux, ou aux Juifs, mais contre la décision de déporter des gens. Il y avait une manifestation juive et arabe commune. Oui, c'est possible. Si vous voulez que je présente à l'occasion que j'envoie une photo, eh bien, place des Nations Unies à Casablanca, vous voyez des Français et d'autres personnes en djellaba, et tout le monde a la main tendue, comme le signe nazi. Il y a une photo là-dessus qui circule, mais encore une fois, il s'agit d'un groupe, on ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser, c'est ça le problème. C'est que c'est pas les choses. Bien sûr qu'il y a eu des soutiens au nazisme au Maroc, ça c'est évident. Comme il y en a eu en Algérie, comme il y en a eu en Amérique, il y en a eu partout, clairement. Alors, on ne peut pas généraliser. Moi, ce qui me semble, et ça me semble en tout cas le plus juste, c'est de dire que le sultan a sauvé des citoyens marocains. Il se trouve que c'était des juifs. Comme on dit en français, Tachles, il n'y a que le résultat qui compte, ils ont été sauvés. Mais l'idée n'était pas de sauver les juifs, l'idée était de sauver des citoyens marocains. Je ne suis pas très convaincue. Heureusement que les Américains ont débarqué. Juifs, même Oui. sous Hassan II. Pardon? J'ai dit, il y a toujours eu une protection du juif, l'idée qu'il ne fallait pas nuire aux juifs, aussi bien sous Mohamed V que sous Hassan II. Oui, alors c'est pour ça qu'on voyait tous les jours, chaque fois qu'il y avait la journée du Yom Kippour, avant le Moussaf, n'est-ce pas, dans la grande synagogue, en tout cas à Casablanca, il y a même une photo avec, repose en paix, le rabbin Shalom Messas, les autorités sont là, avant qu'il monte sur le trône, on voit aussi le futur roi Hassan II, et bien sûr, il y a la photo la photo qui est annuelle, qui le lendemain va passer en première page dans les journaux. Les Juifs sont en train de bénir le palais royal, le roi, le Maroc. Voilà. Ne touchez pas aux Juifs. Il y a cette photo qui chaque année arrivait, mais c'est tout. Mais comme on dit à propos de 1942 du débarquement, il y avait aussi des Juifs à Casablanca qui ont participé donc un petit peu à cette résistance aussi. On en parle très peu, n'est-ce pas, comme Pierre a dit, et c'est tout. Il faut écrire là-dessus. Mais il y a des documents là-dessus. Enfin, Heureusement que les Américains ont débarqué en 1942, on ne le dira pas au Maroc. On ne le dira pas assez. Mais tu as raison, André, mais en tout cas, les manifestations de soutien aux Juifs du roi lors de l'office de Kippour, on fait la même chose aujourd'hui. On l'a fait avant la guerre en France aussi, dans toutes les synagogues, en tout cas d'Alsace. On priait pour la République, on priait. Ça n'a pas aidé grand-chose. Hein. Oui. Ce sont des manifestations publiques, ce sont des traditions qui se perpétuent. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de sultans avaient plutôt un parti pris positif à l'égard des Juifs, disons quelque chose d'assez tolérant. Mais entre ce que eux pensaient et ce qui était répercuté au niveau des villes par les gouverneurs, par les dirigeants, par les chefs de tribunaux, etc., il y a une marche, il y a un fossé. Ils n'arrivaient pas forcément à faire passer leurs idées jusque dans chaque village et dans chaque ville. Merci beaucoup, merci Georges. Est-ce qu'il y a encore une question pour Georges? Que quelqu'un veut intervenir en posant une question? Ce n'est pas une question, mais je pense que quand on dit qu'il y a eu de moins en moins de Juifs au Maroc, c'est parce qu'ils sont partis en Israël. Bravo. Bien sûr, mais et en France et au Canada. En France, au Canada, oui. En Israël. Oui, mais la question est de savoir pourquoi ils sont partis. Bien sûr, ils sont partis en Israël, tu as raison. Est-ce que je peux donner une petite réponse? Oui, avec plaisir. En 78, je me suis retrouvé à Casablanca, en pleine plage, bon, je venais d'Israël, en pleine place de Verdun. Et derrière moi, il y avait une dame qui a vu un jeune là-bas. Il dit, ça doit être ni un Européen, ni un Arabe, ça doit être un jeune de chez nous. Et alors, en arabe, en judéo-arabe, elle dit, Yabni, ashkadir henna. Elle me dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, je me suis retourné, elle a vu un blond aux yeux bleus, elle a été étonnée. Je dis, nous, on parle espagnol, on est des Juifs de Tétouan, même si je suis né de Casablanca. Et je dis, pourquoi vous me dites ça? Elle me dit, mon fils, ici, on ne reste pas. Ici, il n'y a pas d'avenir. Voilà, c'est ça ce qu'elle m'avait dit.
À la voir, je pense qu'elle travaillait à la communauté et qu'elle s'occupait de personnes âgées. Vous savez, on voit comme ça. Elle m'a dit ça comme ça. Mon fils, ici, on ne reste pas. Il n'y a pas d'avenir, mais là, il y a un mot en français, c'est très facile à dire, qui était sur la bouche de toutes les mères. Et même je l'ai entendu il y a peut-être une dizaine d'années à Ashdod, pour avoir parlé avec des amis qui étaient venus de France. Et donc, on a parlé sur Israël, sur ce qui se passait, pourquoi c'était comme ci, comme ça. Alors, quand je voulais partir, je suis allé saluer la maîtresse de maison, qui était la belle-sœur d'une amie venue de Paris. Elle me dit, assis gentiment, tranquillement, comme ça, elle m'a dit, Monsieur Carciente, la clé. Je suis resté bouche bée. Bouche bée, c'est la clé qui a fait partir, après 1967, décrocher les familles juives qui demandent à leur mari, il faut partir, il faut déjà commencer à envoyer les Français. La clé, c'est quoi? Moshe Dayan qui a donné la clé du Harabait. Et de garder ça là-bas. Un mot, Sarut, la Yahvé en espagnol, la clé. Et je suis resté bouche bée, ça faisait des années que je n'avais pas entendu ça. Ce terme-là, la clé, c'est la clé de votre réponse. J'étais trop jeune à l'époque pour ça. Mais pour les gens mariés qui avaient une famille et tout ça, l'histoire de la clé, c'était fini quand il a remis au Wakef, n'est-ce pas? Et on voit ce qui se passe sur le mont du Temple aujourd'hui, n'est-ce pas? En 67, après 2000 ans d'exil, on est là. La clé. Et en français, le terme était en français, même pour ceux qui ne parlaient pas de français, c'était la clé. Voilà, c'est ce que je voulais. Oui, j'ai entendu des histoires comme ça aussi. Ouais. Ah, dingue. J'avais entendu il y a quelques années, c'était faramineux. Un mot, non, pendant 45 minutes. On a refait tout le monde. Et c'est pour ça qu'il fallait partir, à cause de la clé. C'est-à-dire, elle prévoyait qu'on allait qu'on allait aller vers des catastrophes. On ne sait pas si les Juifs du Maroc étaient restés là-bas, qu'est-ce qui se serait passé? De la même manière, quand vous parlez avec des Juifs d'Algérie, n'est-ce pas, un peu assimilés, ceci, cela, n'est-ce pas, mais toujours, comment on appelle-t-on ça, à l'intérieur de la nation d'Israël, vous dire, ah non, nous, on est des Français, non, on était Français, que si, cela, et alors on est parti avec la France. Mais aujourd'hui, vous entendez des gens vous dire, n'est-ce pas, ou me dire, Ariel, si on était resté là-bas, on serait retourné au statut de dhimmi. Et donc, la France n'est plus là, si on peut dire, la chose pour ces gens-là qui ont passé tout le talir de francisation. Ils se rendent bien compte, et d'ailleurs, même dans les institutions des Juifs originaires de pays arabes, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'Algérie, non. L'Algérie, c'était la France. Aujourd'hui, ils sont là. Parce qu'ils étaient restés là-bas. Au Maroc, il y avait un parti politique, on en parlera, l'Istiklal, qui était très antisémite. Et il a enlevé des enfants, et il a enlevé les filles. Ça a beaucoup incité les Juifs à partir. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, ils convertissaient les filles juives. C'est pour ça que beaucoup de Marocains sont partis, parce qu'ils avaient peur pour leurs filles. Il y a des gens qui me l'ont dit. Absolument. Ils avaient peur pour leurs filles. Ils partaient pour qu'ils avaient peur. Exact. Tout à fait. C'était pas tout à fait pensionniste. La sécurité. Oui. Ouais. Mais enfin, je pense que le statut aussi des femmes arabes, la femme arabe, bon, elle est comme elle est dans l'islam, mais comme on dit, on allait dans certains quartiers, mais même la police ne va pas là-bas. Donc, c'est aussi comme on a dit, quand il y avait de la misère, il y avait de la misère pour tout le monde, et quand il y avait de l'insécurité, c'était aussi de l'insécurité pour tout le monde. Absolument. Et là, souvent, le roi Hassan II a été obligé, de mémoire bénite, n'est-ce pas, il a été obligé d'intervenir pour ramener le calme au Maroc. Et il l'a fait. C'est tout. Mais j'oublierai jamais ce terme-là, c'est ce mot-là qui s'appelle la clé. Voilà, c'est tout. Quand on parlera de la Tunisie, je vous raconterai pourquoi les Arabes préféraient travailler chez les Juifs que chez les musulmans. Je vous raconterai ça. Je vous raconterai ça. Je vous assure que quand les Juifs devaient partir, les Arabes s'accrochaient à eux en pleurant, les femmes arabes qui travaillaient chez les Juifs, en pleurant, prends-moi avec toi. Et oui. Ça leur a passé depuis, hein. Ah, c'est possible. Au Maroc, c'était la même chose. D'abord, je vais aussi vous dire, la première raison, c'est la cacheroute. Ils préféraient d'abord être chez les Juifs parce que c'était halal, comme on dit, ils pouvaient manger cachir là-bas. Après, chez les Européens, parce qu'il y avait un peu plus d'argent. Et après, ils allaient chez les musulmans. Ils étaient très, très, très maltraités chez les Arabes. Oui. Très maltraités. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des tas d'histoires de… Ah ben, il y a Quand on arrive à la Tunisie,
Et chers amis, on a encore plusieurs cours sur le Juif du Maroc. On en garde pour une prochaine fois. Toda Rabba, Georges. Et merci à tous d'avoir participé. Merci, Johan. Merci, Johan. Au revoir. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Merci Bonsoir. beaucoup.